Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Premier cas de coronavirus confirmé en Guinée. La patiente est une Belge qui fait partie du personnel de l'Union européenne. Le ministre de la Santé en appelle à la vigilance du personnel soignant depuis la région forestière où il se trouve dans le cadre d'une tournée de travail. Et puis la première dame de la République plaide en faveur de l'intégration de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires en Guinée. L'idée est d'éviter les grossesses précoces chez les jeunes filles. Éducation toujours, des kits scolaires pour le lycée Senko de Beila dans la région forestière. C'est un geste du président de la République pour soutenir l'éducation à la base. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D2020-066 PRG-SGG portant fixation de la date des élections législatives et du référendum. Le président de la République décrète, article 1er. Le corps électoral est convoqué le dimanche 22 mars 2020 pour les scrutins législatifs et référendaires. Article 2. Les bureaux de vote seront ouverts à 8 h et clos à 18 h sur toute l'étendue du territoire national. Article 3. La Commission électorale nationale indépendante CENI, conformément au code électoral révisé, prendra toutes les dispositions nécessaires matérielles et réglementaires pour l'organisation cumulée des élections législatives et de la consultation référendaire. Article 4. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication AC, le ministre d'État chargé de la Justice garde des Sceaux, le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale, le ministre chargé de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 5. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 13 mars 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret D2020-067 PRG-SGG portant prorogation de la date de clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et le référendum. Le président de la République décrète, article 1er. La campagne électorale pour les élections législatives et le référendum est prorogée sur toute l'étendue du territoire national du dimanche 15 mars 2020 à 0 h au vendredi 20 mars 2020 à minuit. Article 2. Pour le référendum, les médias publics sont tenus de présenter les divers points de vue relatifs au oui et au non de manière équilibrée. Article 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication AC, le ministre d'État chargé de la Justice garde des Sceaux, le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale, le ministre chargé de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 13 mars 2020, signé professeur Alpha Condé. Les Guinéens sont donc appelés aux urnes le 22 mars prochain pour se prononcer dans le cadre d'un double scrutin, une occasion qu'ils mettront à profit pour démontrer leur culture démocratique et leur attachement à la paix et à la concorde nationale. C'est le sens de ce billet de Daouda Tabansila. Législatif et référendaire prévu initialement les 16 février et 1er mars 2020 aura finalement lieu le 22 mars prochain en Guinée. Les deux reports des élections se justifiaient par la nécessité d'apporter des réglages techniques au processus électoral. Cela suite à des sollicitations des partenaires techniques ayant travaillé sur le fichier électoral. Le chef d'État, professeur Alpha Condé, un panafricaniste convaincu et homme d'État soucieux de la paix sociale, a accédé à la demande de ses pairs de la CEDEAO. 3 experts de l'institution ont été dépêchés à Conakry pour assainir le fichier électoral. Cette mission, qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, a recommandé la mise à l'écart de 2 400 000 électeurs dits à problème. La CENI, l'organe de gestion des élections en Guinée, a pris acte de cette recommandation et s'est engagé à sa mise en œuvre dans les meilleurs délais. Au regard de ces dispositions, l'institution électorale s'est réunie en plénière et a adopté la date du 22 mars 2020 pour la tenue du double scrutin. Cette date, dont la Cour constitutionnelle a été saisie, vient d'être entérinée par le président
de la République. Ce scrutin tant attendu par le peuple de Guinée qui se tiendra le dimanche 22 mars 2020 sera la preuve de l'attachement de la Guinée de 1958 à des valeurs démocratiques. Par ce biais, le peuple de Guinée démontrera à la face du monde sa maturité comme il l'a toujours fait quand il a rendez-vous avec l'histoire. Premier cas de coronavirus en Guinée. La patiente est une citoyenne belge qui fait partie du personnel de l'Union européenne. Elle est actuellement prise en charge par le Centre de traitement des épidémies de Nongor. Les précisions avec Dr Sakoba Keita, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Déclaration du gouvernement de la Guinée sur la détection d'un cas positif de coronavirus COVID-2019 en Guinée, à l'intention de la communauté nationale et internationale. Le jeudi 12 mars 2020, une citoyenne de nationalité belge, résidente en République de Guinée depuis octobre 2018, a été testée positive au coronavirus COVID-2019. L'itinéraire de ce cas confirmé est le suivant. Elle s'était rendue en Belgique, Bruxelles, le 15 février pour des vacances. Puis en France, précisément à Nice, pour la période du 17 au 21 février 2020 et revient en Belgique du 21 au 3 mars 2020. Elle est arrivée à Conakry le 3 mars 2020. L'intéressée est mise en quarantaine au centre de traitement épidémiologique de Nongor à Conakry et l'identification des contacts est en cours. En application du règlement sanitaire international, la Guinée déclare l'épidémie de coronavirus COVID-2019 sur son territoire. Les autorités sanitaires guinéennes, en collaboration avec les partenaires, sont invitées à prendre toutes les mesures idoines en vue d'endiguer cette épidémie naissante. Le gouvernement, pour sa part, prendra toutes les mesures utiles pour empêcher la propagation de l'épidémie en Guinée et dans les pays voisins. Par ailleurs, le gouvernement invite les populations à ne pas céder à la panique et à appliquer rigoureusement les mesures sanitaires édictées et le respect des directives du gouvernement sur la gestion de cette épidémie. Une notification de confirmation de cas a été envoyée au bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé. Pour le gouvernement, le ministre de la Santé. Et puis ce décret D2020-068 PRG-SGG portant attribution et composition du comité interministériel de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le président de la République décrète, article 1er. Il est créé un comité interministériel chargé du pilotage et du suivi de la stratégie du gouvernement dans la gestion de la maladie causée par le coronavirus. Article 2. Le comité interministériel de lutte contre l'épidémie de coronavirus a pour mission de suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale définie en matière de lutte contre la maladie. À cet effet, il se prononce sur le plan national d'alerte et de riposte contre la maladie, le rapport d'activité périodique des structures compétentes mises en place. Article 3. Le comité interministériel de lutte contre l'épidémie de coronavirus est présidé par le ministre de la Santé. En outre du ministre de la Santé, il comprend le ministre de la Communication, le ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Action sociale, de la Promotion féminine et de l'Enfance, le ministre du Transport, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre des Mines, et puis le secrétaire général des affaires religieuses, le directeur de cabinet de la primature. D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Le comité interministériel se réunit une fois par semaine et chaque fois que l'urgence sanitaire le nécessite. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 13 mars 2020, signé professeur Alpha Condé.
Face donc à la menace du coronavirus en Guinée, le gouvernement multiplie les actions. En plus des contrôles sanitaires à l'aéroport, l'heure est désormais à la sensibilisation. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est entretenu avec le personnel soignant des hôpitaux de Zérekoré. En toile de fond, accentuer la surveillance épidémiologique. Lancé Kamisoko. Après la déclaration d'un cas de coronavirus confirmé en Guinée, le ministre de la Santé anime un espace d'échange avec le personnel soignant de la région forestière. Objectif, débattre des mécanismes de prévention de la maladie dans la région. C'est les mesures préventives, l'hygiène, le lavage des mains. Partout où il doit y avoir un regroupement de plus de 20 personnes, nous devons prendre toutes les mesures qui s'y en termes de kit de lavage des mains, en termes de salutation, en termes d'accolade. Avec l'expérience de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola, la Guinée semble être prête à bouter cette nouvelle maladie hors de nos frontières. Dans la région des Zérekoré, les autorités sanitaires rassurent. Ça n'est pas encore arrivé dans la région des Zérekoré. On veut empêcher son arrivée. Ce faisant, nous avons pris plusieurs mesures. À savoir, nous avons organisé une tournée dans les districts de santé pour informer le personnel. Préparer le personnel dans le cadre de la prise en charge de cette pandémie. Cette rencontre du ministre de la Santé avec le personnel soignant connaît également la participation des étudiants en soins de santé de la région. Ceci pour une large diffusion des modes de prévention de la pathologie déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme une pandémie. Riposte contre le Covid-19 en Guinée, le gouvernorat de la ville de Conakry interdit tout regroupement de plus de 100 personnes dans la capitale. Une mesure préventive prise ce vendredi à l'issue d'une rencontre entre le président du conseil de ville, général Mathurin Bangoura, et les maires des 5 communes de Conakry et des techniciens de la santé. Nous y reviendrons. Et puis sur un autre plan, ce plaidoyer de la première dame de la République, Aga Guéné Condé, en faveur de l'intégration de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires en Guinée. L'idée est de permettre aux jeunes filles de recourir à la contraception afin d'éviter les grossesses précoces. Les précisions dans ce reportage d'Ali Badra Condé. Ils sont venus des différents établissements scolaires de la capitale, ces élèves, pour prendre part à ce plaidoyer de haut niveau. Il s'agit de l'accélération du processus d'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires et extrascolaires du pays. L'accès à l'information sur la santé sexuelle et reproductive est à promouvoir chez les adolescents. L'objectif majeur de ce programme est de préparer les adolescents et jeunes à une vie saine, productive et épanouissante dans un monde marqué par les violences basées sur le genre, les grossesses précoces et non désirées, le VIH et autres IST. Enseigner aux adolescents et jeunes à développer des relations sociales et sexuelles respectueuses et responsables. Sous la houlette de nos partenaires de mise en œuvre, POSMI et ACBEF, et avec l'appui technique de l'UNFPA et de l'UNESCO, la coalition a impliqué les différentes couches de la communauté, parents, médias, jeunes, enseignants et enseignantes, partenaires techniques, etc., dans les stratégies de sensibilisation mises en place pour démultiplier au niveau national la portée des actions et permettre à tous les acteurs concernés de participer à la dynamique de plaidoyer. Cet ambitieux projet est initié par la première dame de la République, Aga Guéné Condé, à travers sa fondation POSMI, en partenariat avec l'association guinéenne pour le bien-être familial GBF et RAES. Il vise notamment à amener les décideurs à mieux prendre en compte cette thématique dans les établissements scolaires. Il est donc temps que ce soit mis en place un environnement favorable et protecteur pour les adolescents et les jeunes, afin que ces dernières puissent bénéficier des connaissances et compétences qui leur permettront de négocier les multiples aspects de la vie, éviter les comportements à risque et participer positivement à l'œuvre du développement économique de ce pays. L'intérêt que revêt l'éducation complète à la sexualité n'est plus à démontrer de nos jours
Pourtant, il est vrai qu'une jeunesse éduquée à la maîtrise des notions de santé sexuelle et reproductive est une jeunesse potentiellement apte à participer au combat de la capture du dividende démographique. Aujourd'hui, la situation de l'éducation sexuelle de la jeunesse africaine est préoccupante. Au-delà des maladies sexuellement transmissibles, elle est aussi confrontée chez les jeunes filles à l'abandon du cursus scolaire, d'où ce plaidoyer de la première dame de la République. Aujourd'hui, nous pouvons vous remercier pour le travail abattu par vos cadres dans ce processus d'accélération et aussi pour l'appui apporté à la Fondation dans le volet éducation. Merci aussi au ministère en charge de la santé, de la jeunesse, de la communication et des affaires sociales et à toutes les ONG pour leur contribution à la mise en œuvre de ce projet. Dans notre pays, le nombre de filles élèves ayant contracté accidentellement des grossesses reste élevé. Les chiffres ont été montrés tout à l'heure. Celles-ci sont souvent obligées à l'abandon du cursus scolaire par manque de soutien et par les contraintes que subissent les jeunes mères. Dans la plupart des cas, elles sont mineures et n'ont pas bénéficié de connaissances appropriées pour se prémunir de grossesses non désirées et d'infections sexuellement transmissibles, parmi lesquelles l'infection par le VIH. Selon l'enquête démographique de la santé publique en 2018, la prévalence du VIH est estimée à 1,1% chez les jeunes filles. La fécondité des adolescents âgés de 15 à 19 ans est de 26% en Guinée, d'où la nécessité de l'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires du pays. Audience à la primature, le Premier ministre a échangé avec la présidente de la Fondation Binta Anne pour les enfants et les femmes. Elle était venue faire le point des différentes actions qu'elle mène en faveur des couches vulnérables et solliciter par ailleurs un appui financier et institutionnel du chef du gouvernement. Compte rendu, Ousmane Bangoura. La Fondation Binta Anne pour les enfants et les femmes rencontre le Premier ministre, chef du gouvernement. Connu pour son engagement en faveur de la petite enfance et de la lutte contre les violences faites aux femmes, cette ONG humanitaire œuvre toujours dans ce sens depuis sa création en 2008. Nous avons été reçus par monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour venir parler du prix de la distinction que nous avons reçue au Canada, à Montréal. On était 600 femmes, sur les 600, il y a 16 femmes qui ont eu le prix à travers le monde, et dont une Guinéenne, ma modeste personne. Nous cherchons un terrain local pour les enfants et nous sommes venus voir si nous pouvons trouver, même si c'est un ancien édifice de l'État, qu'on peut rénover, ou bien un terrain où on peut construire le centre pour ces enfants, parce qu'actuellement nous utilisons nos propres moyens pour payer les loyers là où nous sommes, et plus de 500 enfants ne peuvent plus tenir dans une cour. Donc pour cette raison, nous sommes venus rencontrer monsieur le Premier ministre et lui montrer aussi la lettre qui nous distingue pour le Canada. Le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, s'est réjoui de la distinction de la Guinéenne Binta Anne. Du 20 au 24 mars prochain, les lauréates à travers le monde recevront leur prix à Montréal en guise des efforts consentis dans leurs pays respectifs. Et puis ce mois de mars, un mois consacré à la femme, nous offre l'opportunité de jeter un regard sur les violences conjugales, mariage forcé et excision chez les petites filles. Autant de mots qui se passent dans notre pays au nom de la religion. Pourtant, les Écritures saintes disent le contraire. Elles accordent une place prépondérante à la femme. Les explications dans ce reportage de Mariam Diallo et Fatimatou Diallo. L'islam et le christianisme sont les deux religions monothéistes les plus pratiquées en Guinée. Ils accordent à la femme une place capitale. Dans l'islam, par exemple, tout un verset du Coran est consacré à la femme. En plus de ce verset, la femme est aussi évoquée 24 fois dans ce livre saint, au même titre que l'homme. Le système social musulman est un système qui protège la femme, qui fait d'elle toujours une personne à protéger par son papa, à protéger par son mari, à protéger par après, c'est-à-dire quand elle sera vieille, par ses propres fils. Cette protection se base principalement sur la reconnaissance de la féminité de la femme.
l'islam fait la différence entre femme et homme. L'islam protège les droits de la femme à partir de la reconnaissance de sa féminité. Autrement dit, l'islam trouve que lorsqu'on néglige la féminité de la femme, nous sommes tout simplement en train ici de violer ses propres droits. Tout comme l'islam, le christianisme accorde une valeur importante à la femme. Dans la Bible, plusieurs chapitres parlent de la femme. Des textes qui mettent en exergue le rôle qu'elle incarne au sein de la famille et de la communauté, en lui donnant des devoirs ainsi que des droits pour son épanouissement. Les chrétiens appellent la femme la créature la plus parfaite. Et la religion est contre les violences conjugales, comme toutes les religions d'ailleurs. La femme doit être protégée dans le mariage. L'homme doit respecter sa femme d'abord. Et peu importe les problèmes qui surviennent au niveau du couple, il doit trouver toujours une entente entre l'homme et la femme. Demander conseil des pasteurs, des prêtres. C'est à cause de ça qu'on demande souvent aux couples chrétiens et à tous les autres couples qui désirent d'être accompagnés, de se faire accompagner par des responsables. Avec plus de 98% de pratiquants, l'islam et le christianisme encouragent le mariage entre hommes et femmes pour démontrer l'égalité du genre, d'où la notion de complémentarité. Dans la foulée, pour désinfecter les marchés de volailles et améliorer la chaîne de conservation des vaccins, le gouvernement américain vient d'offrir des équipements aux directions préfectorales de l'élevage et aux professionnels de l'aviculture. L'objectif est de renforcer la capacité de diagnostic et de riposte contre les maladies zoonotiques. Fodé Camara. Pour couper en amont la chaîne de propagation des maladies animales transmissibles à l'homme, 2 réfrigérateurs solaires sont mis à la disposition des laboratoires vétérinaires régionaux de l'abbaye et de Kankan, avec en prime 4 atomiseurs désinfectés, marchés et les élevages avicoles. Sans oublier 150 cajots en plastique pour les marchands de volailles de la capitale et des préfectures périphériques. Si nous prenons par exemple la constitution des casiers traditionnels, c'est en bois. Et le système du bois, quand vous prenez par exemple, s'il y a un virus, une maladie, ça peut s'infiltrer sur le bois ou le bambou que les gens utilisent comme casio. Mais avec ce système de casio amélioré en plastique, nous savons que le plastique ne peut pas garder les virus parce qu'on peut les laver, on peut les désinfecter. Fruit du partenariat tripartite ministère de l'élevage, USAID et FAO, cet appui multidimensionnel prévoit aussi des réfrigérateurs solaires pour quelques directions préfectorales de l'élevage. L'appui global de la FAO et de l'USAID au ministère de l'élevage s'élève aujourd'hui à 2 800 000 $ américains, plus de 26 milliards de francs guinéens. Et autour de la réhabilitation et de l'équipement de laboratoires ici à Conakry, mais également des laboratoires régionaux, mais également en termes de formation, plus de 200 agents du ministère ont été formés, mais également équipés en matériel de détection et de suivi d'un certain nombre de maladies, surtout les maladies zoonotiques. Le manque de chaîne de froid était jusque-là l'une des principales contraintes des services vétérinaires d'une dizaine de préfectures bénéficiaires de ces réfrigérateurs solaires, à l'image de Koya, Priya, Djekedu, Mamou, Kisudougou, Yomou et Beila. De nos jours, ces maladies sont devenues de plus en plus fréquentes et meurtrières, avec une forte menace sur la santé publique. C'est pourquoi le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers l'USAID, apporte son appui à certains pays du monde, dont la Guinée. Dans les jours qui suivent, nous allons nous transporter certainement à Kankan pour recevoir le laboratoire régional de Kankan, vétérinaire de Kankan. Encore un autre appui de la part de nos bailleurs de fonds. Précédé d'une séance de renforcement de capacité des agents vétérinaires, des services publics et privés, le coup de pouce vient conforter le segment de la surveillance des maladies à potentiel épidémique.
Et puis les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du SADEN, Salon des entrepreneurs de Guinée. L'événement s'est soldé entre autres par la remise de distinction aux meilleurs jeunes porteurs de projets dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et l'agrobusiness innovation. Komara Moussa. Sourire aux lèvres. Mariam Ouri Diallo, porteuse du projet JPAG, rafle sans conteste le prix SADEN 2020 dans la catégorie agriculture. C'est le fruit des 4 ans d'efforts de la production de l'ananas et de la banane à Kindia. Pour la jeune dame et son équipe, c'est la consécration. Je suis tellement contente que je me dis qu'aujourd'hui, l'effort que j'ai fourni, ça n'a pas été réduit vraiment à zéro. Ce prix va m'aider aujourd'hui déjà avec le de bénéficier d'une visibilité, bénéficier d'un accompagnement et aussi déjà le financement est là qui va nous aider à accroître nos activités, de sorte qu'on puisse vraiment grandir, avoir plus d'hectares pour faire de la production de l'ananas et de la banane. Comme Mariam, 2 autres jeunes créateurs d'entreprises sont primés. Dans la catégorie élevage par exemple, Mamadou Bella Doumbouya, porteur du projet Capas Group, est tiré champion. Et dans la catégorie agrobusiness innovation, c'est Mamadou Seri Bari, porteur du projet Audi Food, qui s'offre le meilleur prix avec une équipe de jeunes ingénieux. 30 millions par lauréat pour les aider à booster leur entreprise. Objectif des initiateurs, faire de l'agriculture le socle de la croissance et l'outil véritable de promotion d'emploi en Guinée. Le thème l'agriculture, on veut le rendre comme un business. Pour nous, c'est déjà un succès. On a, à travers les inscriptions, ouvert jusqu'à 2500 personnes. On est à plus de 3000 visiteurs au jour d'aujourd'hui. Nous pensons pouvoir arriver à impacter en tout cas les compatriotes qui sont intéressés par l'activité. En plus de ces prix, l'édition du Salon des entrepreneurs de cette année a rendu public le prix SADEN Fulbright, une nouveauté que les États-Unis accompagnent. Matou Baldé entre dans l'histoire en remportant le prix avec son projet Biocorps Guinée. Et c'est dans le cadre de leur bourse qu'ils appellent Ideas Challenge. 5 000 $ étaient en jeu. Des formations, panels, débats, mais aussi exposition de produits locaux. Le cocktail est suffisant pour définir tout l'enjeu de ce rendez-vous annuel soutenu par le gouvernement. Le gouvernement va continuer à accompagner le SADEN et toutes les agences, que ce soit la GIP qui fait partie du comité d'organisation, mais également la PIP, vont continuer à supporter une telle initiative qui devient une véritable institution dans notre pays. Comme à sa dernière édition, le SADEN 2020 est perçu par de nombreux observateurs comme un succès. Et puis des kits scolaires pour le lycée Senko de Beila dans la région forestière. C'est un appui du chef de l'État aux populations de cette localité. La remise du don a eu lieu en présence des autorités locales et représentants du président de la République. Reportage lancé Kamisoko, Mohamed Saloupaï. Ce don du chef de l'État est composé des kits scolaires, des modules de bureau et des outils informatiques. La remise de cet appui fait l'objet d'une cérémonie grandiose au sein du dit établissement. Des sketchs sur la nécessité d'une bonne éducation sont présentés. Ce n'est que l'encadrement scolaire que Japon joue pleinement son rôle éducatif. Et ce, grâce à un programme qui appuie sur les valeurs humaines et régulières, qui vient d'abord avant d'appuyer sur les cursus scolaires. Et ce, j'ai parlé les 10 premières années de chaque enfant à l'école, où les examens n'existent absolument pas. Outre cet appui matériel, le président de la République honore aussi un des fils émérites du pays, Konya. Désormais, le lycée de Senko porte le nom de Mori Omar Kamara. Décédé en 2011, ce militant du RPG Arc-en-Ciel est une icône pour ses populations dans leur élan de développement. On ne peut pas mesurer à la dimension de l'immortalité qui porte le nom de notre feu père aujourd'hui. C'est grâce à la bénédiction des sages et de nos parents qui sont ici aujourd'hui. Donc nous n'avons pas oublié cette éducation. On a communiqué ça à nos hiérarchies et qui est tombé dans les bonnes oreilles de son Excellence Monsieur le Président. Et comme c'est un acteur pour le changement et qui veut que ce changement ne peut se faire que par les fils du pays, il a beaucoup apprécié l'acte et il nous a désigné et mis ses moyens à notre disposition. Construit en 2003, cet établissement compte à ce jour 6 salles de classe pour 9 groupes pédagogiques.
Et pour terminer, à l'image des autres préfectures, les lampadaires de Mandiana se sont éteints il y a quelques mois. Pour faire face à cette situation, le Conseil de la ville, à travers son plan de développement local, a tendu la main aux fils résidents et ressortissants. Plus de 100 batteries ont été acheminées pour la relance de l'éclairage public. Reportage Ibrahima Kita. Située à quelques 80 km de Kankan, la préfecture de Mandiana est une zone agro-pastorale qui avait un sérieux problème d'éclairage public. Pour améliorer cette situation, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a doté cette ville de 357 lampadaires en 2012 et 2015. Ces poteaux qui ont fait la fierté des populations n'ont tenu que peu de temps pour faute d'entretien. Mandiana s'est vite vu replonger dans le noir. Pour faire face à cette situation inconfortable, le Conseil de ville a inscrit dans son plan de développement local 2020-2024 la recherche de solutions, d'où la main tendue aux fils résidents et ressortissants. Au moment de l'élaboration de notre PDL, partout où les enquêteurs passaient, c'est le même besoin qui s'exprimait dans tous les quartiers, partout où les lampadaires étaient implantés. Parce que les réallumer nécessite un coût très important et aussi il y a une assistance technique qu'il faut pour que ces lampadaires soient rallumés. Donc quand les ressortissants ont pris à bras le corps cette plaidoirie de la population, ils sont partis à la rencontre de la société ADS qui a bien voulu les écouter. Et en retour, nous voici aujourd'hui avec ces lampadaires qui ont bénéficié de ces dépannages techniques. A rappelé qu'en 2011, l'ADS a fait venir un premier lot de 7000 batteries, suivi d'un deuxième lot de 30 000 batteries en 2014. Malheureusement, ces batteries ont une durée de 5 ans. De nos jours, 3000 batteries ont été remplacées par l'ADS et par endroits. Grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, 100 batteries sont acheminées pour assurer la mise en marche d'une certaine quantité de lampadaires à Mandiana et les lieux publics sont ciblés comme la mosquée centrale, le marché et les grands carrefours. Grâce aux efforts consentis de la société, nous avions pu mettre les bouchées doublement pour allumer les poteaux au jour d'aujourd'hui. La population se réjouit à plus d'un titre. Pour cet élève rencontré, le rallumage des lampadaires est un véritable offre de soulagement à l'approche des examens. Le côté innovant de cette opération est la formation des jeunes à l'utilisation de cette machine nacelle mobile. Sur initiative du chef de l'État, plusieurs de ces machines sont déjà à Conakry et seront utilisées par des jeunes guinéens. Au niveau de ADS, African Development Solutions, plusieurs jeunes sont déjà formés. Nouveau nacelle mobile qui nous permet de partir n'importe quel coin où le poteau se trouve. C'est pourquoi on a commencé à utiliser pour connaître l'importance de ces matériels. À l'image de Mandiana, d'autres localités doivent suivre l'exemple. Cela dans le cadre de l'accompagnement des efforts du gouvernement pour une assistance technique de African Development Solutions. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir chez vous.